c'est pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger. Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Jean-Marc Rouillant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors Jean-Marc Rouillant, vous êtes un ancien membre d'Action Directe et de plusieurs groupes antifascistes. Vous avez participé à des opérations qualifiées de terroristes par l'État, ce qui vous a valu des condamnations à de lourdes peines de prison. Pour complicité d'assassinat. Vous totalisez plus de 25 ans de détention et c'est une expérience dont vous avez porté témoignage dans différents ouvrages, dont Je hais les matins et le premier, paru en 2001 chez De Noël et réédité chez Agone en 2015. Et c'est ce texte-ci qui fera l'objet de notre discussion. Après avoir reçu un avocat puis un juge pour examiner l'hystérie sécuritaire qui caractérise notre modèle pénal depuis les années 80, je voulais clore cette trilogie judiciaire par la question de la prison. Et la prison vue de derrière les barreaux pendant cette même période, depuis les années 80 et cette hystérie sécuritaire. La prison, c'est devenu la clé de voûte de notre modèle pénal, non pas comme ultime recours, mais comme réponse à tout, comme si la prison faisait solution à quoi que ce soit, alors qu'elle a tendance à produire de la criminalité. La prison, c'est surtout l'envers du décor de notre prétendue démocratie, révélant ce qu'a d'illusoire la revendication d'un état de droit qui refoule dans l'ombre de ses cellules et dans l'enfer de conditions de détention inhumaines, comment vous les appelez, les incompatibles, voici, les incompatibles que notre modèle social produit. Alors, ce que la prison révèle, ce qu'elle produit, c'est ce que je voudrais explorer aujourd'hui avec vous dans cet entretien dont il faut poser tout de suite les contours car dans votre régime de liberté conditionnelle, vous ne disposez pas d'une liberté de parole totale. Tout ce qui pourrait s'apparenter à une apologie du terrorisme, apologie de la lutte armée, tout ça serait susceptible de vous renvoyer derrière les barreaux. Vous avez d'ailleurs fait l'objet en mai d'une condamnation dans ce contexte, condamnation qui est en cours de cassation actuellement. Donc c'est à partir de cette condition particulière que vous vous exprimerez aujourd'hui. Et c'est à partir de votre condition particulière que je souhaiterais vous demander si vous diriez, après Martin Winkler qui préfaçait la première édition de votre texte, il disait, Martin Winkler, que votre texte est le livre d'un citoyen. Alors Thierry Disquepolo, qui préface la réédition chez Agone, fait à ce sujet ce commentaire: il n'est pas certain que l'auteur s'accorde sur ce point avec son premier préfacier. Alors qu'en est-il? Est-ce que c'est en tant que citoyen que vous écrivez ce livre-là? Est-ce que c'est en tant que citoyen que vous vous exprimez ici? Est-ce que la notion de citoyen a du sens pour vous? Absolument plus, pour deux raisons. D'abord parce que la justice m'a retiré tout droit de citoyen. Je n'ai plus le droit de vote à vie, je n'ai plus les droits élémentaires d'un citoyen, donc ça m'importe peu en fait. Je ne suis plus citoyen parce que je pense qu'à l'époque du capitalisme mondial et global, la nation n'ayant plus son rôle, le rôle qu'elle a tenu au XIXe siècle, au XVIIIe et au XIXe siècle, ce terme est complètement dépassé par la lutte actuelle. Donc je ne suis pas un citoyen. D'accord. Je ne suis pas pour la révolution citoyenne, je suis pour une révolution où les opprimés, les exploités prennent leurs affaires en main. Ouais. Mais d'ailleurs, oui, la notion de citoyen, vous ne la reconnaissez pas pour vous, puisque vous êtes privé en effet d'un certain nombre de droits civiques. Mais est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui des citoyens? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes dans des États qui permettent une sorte d'exercice de la citoyenneté? Je ne le crois pas. Ouais. Je pense que la bourgeoisie et l'impérialisme jouent sur un autre échiquier et qu'ils laissent ces petites choses, ces anachronismes vivoter dans ces pseudo-opposants. Ouais. Chez ces pseudo-opposants. Mais ce sont désormais des anachronismes. Oui, totalement. Citoyen, démocratie, état de droit. Non, démocratie, non, parce que aujourd'hui, le prolétariat, les exploités, les opprimés étant l'immense majorité de l'humanité. Si avant on pouvait parler de dictature du prolétariat, aujourd'hui on peut parler de démocratie du prolétariat, c'est-à-dire la démocratie du grand nombre contre la petite élite et la petite minorité qui dirige
le système mondial. Ouais. C'est une démocratie, sauf qu'ils n'ont pas le pouvoir. C'est-à-dire, il y a une démocratie du grand nombre, mais d'un grand nombre totalement privé du pouvoir. C'est la comédie, alors que la démocratie du prolétariat, c'est l'autonomie. Ouais. Alors, à propos de cette comédie, vous avez ces mots dans votre texte pour décrire la place de la prison dans notre univers politique. Vous écrivez ceci: « Regardez bien au centre de l'écran. Le système est le meilleur, le système est gentil, le système ne tue pas. On joue dans le spectacle d'un gigantesque Disneyland. Pourtant, à l'extérieur, des millions de personnes crèvent au rythme de Arbeit macht frei. Et au milieu de la misère des ghettos et intramuros, on assassine par fatalité juridico-administrative. On élimine le non compatible, on le dissout dans l'acide du temps. On le crève comme une bactérie. » Alors ce passage est terrible parce qu'il montre bien qu'il y a en quelque sorte deux hors-champs en fait, dans notre narcissisme occidental à se prétendre une démocratie. Il y a deux hors-champs, il y a en fait tout cet en dehors, le sud, ce qu'on peut appeler le sud, exploité, et puis il y a l'en dedans, l'inframonde de la détention. On peut dire le monde aujourd'hui. C'est eux qui ont parlé de capitalisme global et mondial. Ouais. Donc nous faisons partie du monde. Ouais. Et ce monde, aujourd'hui, il est essentiellement exploité, opprimé dans ces pays-là. Il est coloré. Il fonctionne à cet apartheid mondial et à cet apartheid local. La prison est fonctionnelle à cette oppression mondiale et à cette oppression de la représentation de notre classe dans nos pays. Comment ça, la prison est fonctionnelle? Il y a une articulation entre... Si on écoutait, parce que si on écoute les criminologues, les magistrats progressistes, les avocats sympathiques, on sait très bien que la prison est au bout du rouleau. C'est un système qui a vécu, qui est lié au capital industriel, au développement de l'usine, et qui va disparaître. Sauf que le système est en tel danger aujourd'hui, qu'il a besoin d'une répression terrible et une répression de masse. Et cette contradiction, on la retrouve dans la prison, dans chaque moment de la prison. Parce que on sait très bien, et tout criminologue, tout directeur de prison sait que il fait un combat d'arrière-garde. Ils ne produisent de la barbarie que pour terroriser les gens à l'extérieur. C'est pour ça qu'il laisse sortir d'ailleurs des livres comme les miens. Parce que quand je décris la barbarie... Ça marche du coup, l'effet terroriste fonctionne. Effectivement, ouais. C'est-à-dire au bout d'un moment, quand on écrit des livres sur la prison, on se pose... Bon, je témoigne collectivement, je n'ai jamais voulu témoigner individuellement de ma prison, je témoigne pour les gens qui vivent la même situation que moi dans ces prisons de haute sécurité. Mais on finit par se poser la question, mais je participe en fait à la terreur organisée contre, avant, les gens qui disaient non, mais je ne veux pas aller travailler, attention, si tu ne travailles pas, tu vas aller en prison. Alors, c'est une terreur, les gens vont travailler. Maintenant, c'est si tu ne te contentes pas du chômage, si tu ne te contentes pas du RSA, tu vas aller en prison. Et c'est un terrorisme de la société, c'est un terrorisme tourné vers les éléments les plus fragiles, les plus exploités, les plus opprimés de notre société. C'est un terrorisme. La prison est un terrorisme. Moi, je peux renvoyer le terme de terrorisme. Tout à fait. Oui, vous dites que ce qui n'est pas supporté de votre propre parcours, c'est le fait de contester le monopole de la violence. Vous écrivez à un moment que, vous, quand vous êtes en tant que prisonnier politique, vous contestez le monopole de la violence par l'État et vous renvoyez justement l'État à sa propre violence. Et c'est ça qui serait absolument insupportable pour le système, mais notamment pour tous ceux qui font tourner la prison. La contestation d'un mouvement révolutionnaire, c'est remettre en question tous les monopoles idéologiques, politiques, économiques, financiers, militaires, dont violents, de la part des oppresseurs. Il était évident que dans les années 70, nous avons remis en cause le monopole de la violence par l'État.
Mais aujourd'hui, on voit très bien, par exemple, dans les manifestations contre la loi travail, que l'État essaie de pousser plus avant encore de ce qu'on avait connu par le passé, ce monopole de la violence. Parce que, essentiellement dans ces manifestations, la violence a été immédiate et féroce de la part des policiers. Vous parlez de la violence de la police, oui, voilà. D'accord. Oui, oui. Parce que, et même elle était pas injustifiée, parce qu'elle est justifiée par justement la peur du système actuellement de son propre effondrement. Mmh. Et donc la prison, justement, dont je parlais tout à l'heure, pourquoi il y a cette accélération de la prison et il faut toujours construire des nouvelles places de prison, il faut toujours envoyer de nouveaux gens, des condamnés à de la prison, les syndicalistes, les manifestants de la loi travail, les antifascistes, etc., etc. C'est aussi parce que le système a peur. Ouais. Le système, aujourd'hui, a très peur de son auto-écroulement, un écroulement intérieur. Et c'est pour ça que, comme je vous disais, si effectivement tout le monde qui a un regard un peu sensé sur la prison sait que la prison est arrivée au bout du rouleau, par exemple aux États-Unis, tout le lobby qui, depuis 30 ans, 40 ans, poussait à la construction de prisons, poussait à la privatisation de prisons, aujourd'hui a basculé pour l'alternative électronique. Ah bon, c'est-à-dire bracelet électronique électronique, surveillance électronique, contrôle de la population par les nouvelles technologies. Pourquoi, dans leur intérêt à eux, pourquoi c'est préférable le bracelet électronique plutôt que la détention? Ils l'ont fait dans leur intérêt à eux, l'intérêt financier de construire des prisons, de privatiser des prisons, de créer une économie à l'intérieur des prisons. Et finalement, quand le nombre des prisonniers aux États-Unis est devenu chaotique, ouais. Et oui, ils ont compris qu'il fallait se désengager de cette vision, et ils ont investi justement dans toutes les sociétés qui proposaient un contrôle électronique. On le voit très bien, c'est très 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 bien expliqué dans le documentaire 13e amendement. D'accord. Et on voit comment on produit de la délinquance racialisée, ouais, et comment cette délinquance évolue au cours des décennies aux États-Unis. Mais s'agissant du passage de la détention à la surveillance électronique, pour vous qui avez vécu l'enfer de la détention, du quartier d'isolement, est-ce que au fond, c'est quand même pas, pardon si c'est obscène ce que je dis, hein, est-ce que c'est pas préférable d'avoir ce système qui préserve une part de liberté? Humainement, c'est beaucoup mieux. Humainement, on ne peut pas mesurer ce progrès. C'est une autre vie. Ouais. Effectivement, mais aussi psychologiquement, ça pose un problème d'avoir un mouchard dans son appartement. On a tous des mouchards dans ses appartements, que ce soit un téléphone, que ce soit une télévision, ouais, tout le monde a une surveillance électronique. Mais quand on se retrouve après 25 ans de prison avec un bracelet électronique et qu'on a essayé pendant 20 ans, au moins 20 ans, de s'évader et qu'on se retrouve le soir à s'enfermer dans un appartement, on n'est réellement pas libre de ses mouvements, mais en même temps, on a la liberté, ce qu'on appelle la liberté, sous les yeux, à portée de main, qu'on ne peut pas descendre la poubelle à partir de 9h du soir ou à partir de 8h du soir ou à partir de l'heure où on ne doit plus ouvrir cette porte. Ah oui, parce que le principe, c'est que quand on a un bracelet électronique, c'est qu'à partir d'une certaine heure, on n'a pas le droit de sortir de chez soi. Et voilà. Donc, on est enfermé chez soi. Ah c'est beaucoup mieux parce que, oui, effectivement, c'est pas à mettre en équivalence avec une cellule, c'est pas. Mais en même temps, c'est cette pression psychologique,
Je suis certain que si la prison va être abolie à un moment donné, comme ont été abolies les galères, comme ont été abolies la question extraordinaire et ordinaire, comme a été aboli le bagne. Donc je pense que le passage à la surveillance électronique et au contrôle des populations avec ces procédés sera généralisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus 70 000 prisonniers, mais peut-être 400 000, 2 millions. Ah oui, d'accord. C'est assouplissement, mais extension du domaine de la surveillance, d'accord. C'est leur obligation. Ouais. Et je suis sûr qu'ils trouveront que c'est humain, c'est plus humain que la cellule, mais c'est profondément inhumain aussi. Ouais. Mais là aussi, je me pose la question, il faudrait se poser la question philosophique, qu'est-ce que la liberté et qu'est-ce que l'humain et l'inhumain aujourd'hui dans nos sociétés. Mais avoir un bracelet, cette continuité de la mise sous écrou à travers une babiole accrochée à la cheville, c'est... Voilà, je pense que c'est le reflet de l'inhumanité de nos sociétés actuelles. Parce que la prison, c'est une destruction physique. On peut taper dans la porte à coups de tabouret, on peut se frapper la tête contre les murs, on peut se rendre absent par la maladie, on peut s'autodétruire, choisir sa mort. Mais quand on a quelque chose en plastique, ça devient, c'est presque de la science-fiction au niveau de l'appréhension de la fausse liberté. Ouais. Chaque fois, quand on me dit vous êtes en liberté conditionnelle, oui, je suis en liberté conditionnelle. Mais au moins, moi, j'ai la chance de le savoir. Peut-être vous ne connaîtrez jamais la prison, mais quand je parle de ça dans un quartier populaire, je leur dis, vous irez, tu iras, toi aussi, tu iras à un moment donné parce que vous êtes les objectifs de ce programme de terreur. Vous êtes cette représentation d'exploités et d'opprimés qu'ils veulent réprimer parce que vous êtes ces représentants d'une classe. Et... Il faut les persécuter pour terroriser le reste de la population. On retombe sur ce que vous disiez tout à l'heure, d'accord. Bien sûr. Et ça tombe sur plutôt les racisés, qui sont plus faciles à opprimer. Ça tombe évidemment sur le sujet de cette classe mondiale, un sujet local, qui sont ces jeunes, parce que ces jeunes ne sont pas poursuivis parce qu'ils sont l'héritage du colonialisme, non, l'apartheid mondial n'est pas du tout lié à l'ancien colonialisme, ou très peu lié à l'ancien colonialisme. Il est lié à l'oppression actuelle, c'est-à-dire d'un prolétariat colorède, d'un prolétariat qui vit dans les faubourgs des grandes métropoles, d'un prolétariat, que ce soit à Lagos ou à Paris, un prolétariat qui est aussi femme, contrairement à l'imaginaire de la gauche où on voit toujours des hommes en bleu de travail, avec la casquette, le mégot et la clé à molette. C'est fini tout ça. Regardez une photo du Bangladesh et vous verrez que les prolétaires sont des femmes aussi. Et en grande majorité maintenant, non pas en grande majorité, mais en majorité. C'est-à-dire, pratiquement 60% du prolétariat est femme aujourd'hui. Et colorède. Et quand cet acharnement à terroriser cette classe et son sujet local dans les banlieues, c'est obligatoire, parce que le système ayant peur, il a peur de qui? Il n'a pas peur des enfants de la petite bourgeoisie parisienne. Il n'a pas peur des enfants de la petite bourgeoisie de province qui s'inventent, qui ont un verbiage révolutionnaire, etc., etc. Ils ont peur, et ils l'ont montré en 2005, ils ont peur essentiellement du sujet de classe qui vit dans les banlieues. Qu'on dit non politisé, qu'on dit obsédé par la consommation, oui, comme était obsédé le prolétariat du 19e siècle par la consommation aussi. Et qui n'avait pas toujours un livre de Marx ou un livre de Bakounine sous le bras.
Oui, enfin on dit qu'à l'époque il y avait davantage d'institutions, d'organisations de partis, de syndicats susceptibles de transmettre une culture politique à cette classe opprimée, alors qu'on dit que ces institutions, ces structures aujourd'hui se sont disloquées, dissoutes, et que donc le prolétariat contemporain ne dispose plus des outils de sa propre politisation. Parce que les partis et les syndicats étaient essentiellement liés à l'État-nation. Et l'État-nation ayant explosé vers le haut et vers le bas, ces instruments que le prolétariat avait produits, mais qui avaient été totalement récupérés par le système, non plus... Effectivement qu'il faut les défendre malgré tout, mais il faut penser à autre chose. Oui, d'autres formes d'organisation et de politisation correspondant à ce sujet de classe. Alors pour revenir à la prison... il y a un mot qui revient dans votre texte qui est le terme inventé de éliminatorium. La prison, ce serait un éliminatorium, c'est-à-dire une machine à éliminer, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire on élimine au sens où on fait disparaître, on enlève un individu à la société, on le met à l'écart, sauf que éliminer, c'est aussi une métaphore du meurtre. Et souvent, on a l'impression que les peines longues, en fait, sont comme une peine de mort déguisée. Il y a beaucoup de passages dans le livre qui font sentir qu'au fond, les peines de prison longue, au fond, c'est comme condamner à mort. Les prisons sont des mouroirs. Et même, vous parlez du système carcéral comme une industrie exterminatrice. Vous dites l'industrie exterminatrice conçue par l'administration pénitentiaire. Alors donc, on peut dire ça, qu'au fond, la machine... carcérale est une machine de mise à mort qui ne dit pas son nom? Une partie. Parce que comme j'ai découvert très tard la prison normale, la prison qui est réservée aux petites peines, qui est réservée à l'immense majorité des prisonniers. Ouais. Donc je l'ai découvert en fin de détention. Justement quand on m'a réincarcéré, pendant 2 ans et demi, j'ai connu le lot des détenus qui passent peu de temps en prison. Ouais. Jusqu'alors, j'avais connu la destruction directe, frontale, qui est l'isolement total, c'est-à-dire l'héritage des QHS. QHS pour quartier de haute sécurité. C'est-à-dire l'isolement 24 heures sur 24. Donc j'ai connu ça pendant des années. Pardonnez-moi de vous interrompre. Ça, vous l'avez connu en tant que prisonnier politique. Comment ça se fait que vous ayez fait l'objet de mesures si radicalement brutales? Pourquoi l'isolement? Pourquoi le QHS? C'est en tant que terroriste? Oui, non, il prétexte toujours que c'est pour nous empêcher qu'on concerte entre nous. Il trouve toujours des raisons. Non, c'est quand on laisse une personne 24 heures sur 24 seule pendant des mois, pendant des années, c'est une phase de destruction. Sur les 4 membres de notre organisation qui ont subi ce lot, une est déjà morte, un a été interné plusieurs fois, Nathalie a eu plusieurs AVC. On nous dit c'est normal, avec l'âge, on a d'autres. Oui, mais la proportion est un peu énorme. Ouais. Et ce que j'ai vu dans les quartiers d'isolement, c'est surtout de la destruction, de la mort. Et dans les prisons pour longue peine, il est évident que la destruction se fait au fil des jours. Mais elle se fait au fil des jours aussi par l'absurde, par chaque fois qu'on me dit oui, on va faire barrage à Marine Le Pen, par exemple. Mais nous, dans les prisons, on vit avec le Front National depuis combien de décennies? Oui, vous voulez dire tout le personnel pénitentiaire, en fait, le directeur de la prison qui vous dit vous êtes politique, ça, le directeur de la prison à un moment vous dit vous êtes un politique, moi aussi, mais de l'autre extrême. Et puis vous parlez des matons qui ont à un moment la flamme du Front National sur leur uniforme. Ils ont posé jusqu'à ce qu'il y ait une intervention extérieure à la hiérarchie pénitentiaire. C'est des avocats qui ont averti l'État que des surveillants se baladaient avec le sigle du Front National sur leur uniforme. Et oui, on a connu ça, cet arbitraire total que connaît un prisonnier de longue peine.
c'est une forme de fascisme. Il n'a aucun recours. Il n'a plus de famille, généralement, il n'a plus d'avocat. Il est à la merci de la décision administrative. Le nombre de prisonniers que nous avons vus mourir en prison, dont on peut témoigner de leur déchéance lente, progressive. Parce qu'on nous trompe toujours, on nous trompe. C'est-à-dire les chiffres des suicidés restent toujours à 120. Je sais pas, 117, 118, ah oui. 117. Alors là, depuis, j'ai noté pour l'année 2017, en 6 mois, il y a eu déjà 28 suicides, selon l'Observatoire des prisons. Voilà, ça reste à peu près le même. Ouais. Je vais, pour vous dire, et le nombre de maladies, de morts par maladie naturelle reste le même. Ouais. Et je peux témoigner, par exemple, j'ai été détenu 5 mois à l'hôpital de Fresnes, à l'époque de l'épidémie de sida, qui a été en prison ravageuse. Et il ne se passait pas un matin où je voyais monter des sacs de viande, c'est-à-dire les sacs en plastique, dans les ambulances, ce qui est un délit. C'est un délit de mettre parce que c'est un cadavre en fait. Voilà, et il doit être transporté il ne peut pas être transporté en ambulance. Et pourquoi? Parce que sur la note de sortie de ce prisonnier, il y aura marqué « mort pendant son transfert » à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans les chiffres pénitentiaires. Puisque de la mortalité carcérale, d'accord. Voilà, on fait sortir les morts. On fait sortir les morts en ambulance, comme ça, on peut les faire disparaître des registres. Mais vous pensez vraiment que le système carcéral se soucie d'afficher des chiffres il a le souci de ne pas montrer trop de mortalité carcérale, vraiment. Il y a une image à défendre encore. Oui, évidemment. Ils ont besoin de leur image. On est très... voilà, aucun surveillant ne tue des prisonniers. Il n'y a pas de prisonniers qui sont pendus dans les mitards. Non, c'est des vieilles histoires. On les tabasse, ils meurent des coups, mais bon, on les retrouve au bout d'une corde. Non, surtout, il n'avait pas le moral, on sait très bien. On prévient les familles à 2 heures du matin, vous viendrez chercher le cadavre dans 2 jours. Non, si le système de la prison était fait pour la réinsertion, alors que nous n'avons jamais été désinsérés de ce système, mais s'il était vraiment fait pour donner une éducation, et s'il servait à faire disparaître la délinquance, il y a longtemps qu'ils en auraient changé. Et c'est très difficile d'être en face de ce système de mort et d'y survivre. Et d'y survivre avec toute sa tête, et d'y survivre sans cicatrice. On m'a toujours dit, quand on sort de prison, la prison est toujours en toi, et elle sera présente de plus en plus au cours de l'éloignement. Et c'est vrai, moi ça fait 5 ans que je suis sorti de cellule, et pas un jour sans que la prison soit là, quoi. Elle est là dans mes rapports avec mes compagnes, elle est présente dans mon non-être dans certaines situations. Non-être dans certaines situations, oui, c'est-à-dire voilà, vous avez des situations d'absence. Cette absence, cette étrangeté, j'ai voulu témoigner dans des livres, et j'ai témoigné assez intimement de cette étrangeté qu'a produit la prison à un être, et à moi. Oui. Et parce que ça, je ne peux pas me mettre à la place des autres qui sont... Et le seul fait que je vois, que j'ai constaté, c'est-à-dire c'est le nombre de longues peines qui, au bout de 2 ou 3 ans, finissent par se donner eux-mêmes la mort, comme s'ils avaient vécu comme survivants et qui ne supportaient pas cette notion du survivant. Et
Non, dans l'intimité, la prison est la torture blanche, Qu'est-ce que vous appelez la torture blanche? C'est une expression qui revient très souvent dans votre texte et dont vous ne donnez pas exactement La torture blanche, c'est l'isolement total. C'est l'isolement, c'est ça. C'est ce qui est considéré par l'ONU quand c'était appliqué dans un pays soviétique, ou c'était appliqué dans un pays du tiers-monde, on appelle ça de la torture blanche. Ouais. Quand c'est appliqué en France, on dit que ce sont des mesures de sécurité indispensables. Isolement, ça veut dire qu'on ne voit personne, on ne reçoit pas de courrier. Ah si, on reçoit du courrier. On reçoit du courrier. On reçoit du courrier parcimonieusement. C'est-à-dire, on reste en cellule 23 heures par jour, absolument seul. On nous sort, on ne voit que des surveillants, et on est mis dans une cour de promenade où on est seul. Sous le regard en permanence d'un ou de plusieurs surveillants. Et on ne parle jamais, en fait. On ne parle jamais. Moi, vous dites que vous avez désappris à parler. Voilà, au bout de 7 ans, j'étais incapable de prononcer une phrase cohérente. C'est-à-dire, je commençais le début de la phrase et je donnais la conclusion, parce que pour moi, il y avait une déconnexion entre l'idée et l'expression de cette idée. Ouais. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour vivre, parler normalement. C'est pas évident de parler devant des caméras, c'est pas évident de faire des conférences, de faire des meetings. J'étais pas fait pour ça, j'avais pas choisi ça. Et j'ai décidé de le faire, comme certains détenus ont décidé de le faire. C'est dans cette idée de témoignage. Mais le témoignage, c'est pas la citoyenneté, comme on pourra en revenir à votre première question, c'est pas la citoyenneté. C'est dire, on peut rester debout, on peut rester plus ou moins cohérent, on peut réfléchir sur ce qu'on a vécu. On n'a pas, dès qu'il arrive un problème dans nos sociétés, on fait des cellules psychologiques. Quand on sort d'un quartier d'isolement, il n'y a pas de cellules psychologiques. C'est les autres détenus qui ont appris aujourd'hui à gérer les dépressions chroniques des prisonniers. Parce que ça, et on continue à vivre avec ces dépressions chroniques. Et toute ce mal-être carcéral, cette humiliation, cette infantilisation, parce qu'au bout de l'infantilisation, parce que le système a produit naturellement et volontairement de l'infantilisation, parce qu'il est basé, surtout le système dans nos pays européens, sur la chrétienté, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont été mal élevées, donc il faut les redescendre jusqu'à l'âge adolescent et les reformater progressivement par un système. Sauf qu'ils ne peuvent pas reformater rien du tout. Ils font de l'humiliation et de l'infantilisation et ils ne savent pas reconstruire. Ouais. Mais justement, c'est une question que je voudrais vous poser. Donc, on voit bien que la prison là opère une métamorphose. Elle détruit beaucoup de détenus, destruction psychique, destruction physique. Est-ce qu'on pourrait imaginer une bonne prison qui permette une transformation positive de l'individu? Est-ce que c'est concevable? Les constituants de 1791, ils avaient essayé de mettre en place un modèle pénal libéral, humaniste, avec des peines de prison assez restreintes et puis surtout des peines qui s'adoucissaient à mesure qu'on s'achemine vers la sortie pour resocialiser tout simplement l'individu avant de le livrer dans le champ social. Est-ce que c'est une expression qui a du sens d'essayer de penser une bonne prison? Non, il n'y a pas de prison humaine. Il n'y a pas de prison humaine qui vous enferme entre quatre murs. Il n'y en a pas. Il y a eu une expérience historique, la révolution russe avait décidé d'éliminer la prison, de la transformer qu'un travail obligatoire dans des usines, dans les propres usines. Et puis en fait, la prison étant liée à cette industrie de masse, et ils l'ont réintroduite progressivement. Mais c'est les seuls débats sur la destruction de la prison, c'est les bolcheviks qui l'ont eu. Et où on a aussi le Conseil de la résistance après-guerre qui a essayé de se pencher sur la prison des enfants, sur les longueurs de peine, sur les conditions à l'intérieur des centrales. Mais
Le système est prédateur, il n'arrive pas à maintenir la moindre humanisation sur les prisons. Par exemple, il transforme une chose qui est positive. Effectivement, la fin de la peine de mort était une chose positive. On était abolitionniste. Les peines de substitution qu'ils ont amenées en remplacement de la peine de mort ont été destructrices. S'il mourait 5, 6 personnes par septennat, sous la guillotine, aujourd'hui, par les longues peines, il en meurt 10 fois, 100 fois plus. Oui, donc on retombe sur l'idée de la peine de mort déguisée. En fait, les longues peines sont des peines de mort qui ne disent pas leur nom. Oui, effectivement. Quand la peine de mort, au moment de la peine de mort, la peine maximale de détention était de 20 ans. Aujourd'hui, on trouve, comme Georges Ibrahim Abdallah, le prisonnier politique libanais, à plus de 33 ans de prison. Donc il va falloir commencer à réfléchir. C'est le prisonnier politique le plus ancien, c'est le plus ancien prisonnier politique en Europe, alors que les juges ont reconnu, hein, enfin, il est parfaitement libérable, et c'est l'exécutif, c'est le pouvoir politique qui fait obstacle donc à la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Donc, aujourd'hui, les peines ont été multipliées par 2 pour les longues peines. C'est destructeur, parce qu'ils savent très bien que laisser quelqu'un en prison 27, 28, il est récupérable. Il est détruit. Nous, comme prisonniers politiques, je suis sûr que Abdallah n'est pas détruit. Humainement peut-être, mais comme force, il est debout. Mais imaginez d'être dans 9 mètres carrés. Je l'ai quitté, il était dans une cellule il y a 9 ans. Dans quelle prison? À la centrale de haute sécurité de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Et il y a toujours. Il est toujours dans cette cellule. Il est toujours dans son... Parce que même changer de cellule, c'est parfois important. Même changer de prison, c'est parfois important. Mais quand on vous laisse le même lieu, que vous connaissez la tâche par terre, je ne veux pas faire du misérabilisme de la prison, mais il faut en tenir compte. C'est pas... Mais là, en plus, vous parlez des peines longues et de cette torture psychique que c'est pour un individu d'être privé de liberté, d'être enfermé comme ça au même endroit. Mais même sur des peines un peu plus brèves, vous montrez que la prison ne voit aucun problème à transformer un petit délinquant en un tueur. Enfin, entre le moment où il rentre en prison et le moment où il en sort, même sur des peines plus courtes, on en a fait un monstre, on en a fait un tueur, quelqu'un qui est rentré pour une délinquance pas... Non, on le voit très bien, par exemple, dans le cas de Fourniret. Fourniret, qui était un multirécidiviste de crimes sexuels, de meurtres. Il est rentré pour quoi? Il est rentré pour un petit... Je crois que c'était pour une toute petite affaire qui était... Et il n'a fait que progresser vers l'horreur. Plus il sort... Voilà, après il est passé au viol, il est passé à... Et puis il n'y a rien qui peut... C'est pas seulement l'université du crime, soi-disant qu'on rencontrerait des gens qui nous montreraient. Non, non. C'est-à-dire qu'on déconnecte les gens et on les lance on les ressort. Et c'est des gens qui n'ont aucun repère, qui ne sont... Quand ils ont été arrêtés, qu'ils ont commis des viols, qu'ils ont été arrêtés par le témoignage de la victime, les affaires suivantes, ils tuent leur victime. Il y a le côté prison, mais il y a aussi le côté judiciaire. Il y a une spirale. Quand on voit ce système de déshumanisation, on est déshumanisé. Jusque dans la délinquance. C'est pas seulement qu'elle produit de la délinquance, la prison. Elle produit une délinquance à l'image du système, c'est-à-dire sans pitié.
Alors le système, justement, on le voit fonctionner dans la prison, parce qu'on voit bien que la prison, c'est l'espace d'une violence légale, qui est la privation de liberté, mais à partir de cette violence légale se déploie aussi toute une violence officieuse, clandestine, celle des matons qui défoulent tous leurs pulsions sadiques sur les détenus, celle de tout le personnel pénitentiaire a l'air de considérer que les détenus sont des cobayes sur qui soulager les pulsions les plus brutales qui soient. Et en plus, vous parlez même d'un système qui a prévu le fait de permettre la violence entre détenus. Vous notez à un moment que l'administration pense à tout et ils ont bien pris soin de laisser des trous assez conséquents dans le maillage de la surveillance électronique. Des trous assez conséquents dans le maillage de cette attention méticuleuse afin que les monstres puissent régler leur compte en toute quiétude. Qu'importe qu'un ou deux malheureux se fassent ébouillanter ou défigurer par une lame à droite, ça ne fera même pas 3 lignes de rapport. La carrière des encravatés ne sera pas compromise. Et puis, une prison se gère si bien grâce à des brusques violences fratricides. C'est-à-dire que vous pensez que même la violence interdétenue, elle est au programme du système carcéral. Bien sûr, c'est divisé. Sinon, comment vous pouvez garder des gens unis, des gens déterminés, comme sont par exemple les prisonniers des centrales de sécurité, s'ils ne sont pas divisés? C'est un peu le problème de la classe ouvrière où il faut diviser, toujours diviser. Ils sont peu nombreux et donc il faut diviser l'ennemi principal. Donc en France, ils ont du mal à faire du communautarisme comme aux États-Unis, mais ils montent des histoires entre détenus en épingle. S'il y a toujours des bruits qui sont diffusés, comme celui-là, il va souvent au bureau du surveillant-chef, etc., etc. C'est souvent des surveillants qui font ça. Les surveillants ne sont pas tous violents ou sadiques. Il y a des pauvres types. Ouais. Il y a des gens qui sont là pour manger. Ouais. Mais ce qui est très dangereux, c'est que c'est une corporation. Et qu'ils savent que le moindre brave mec est là simplement pour son salaire. Il sait qu'il peut pas, qu'il est obligé de couvrir la violence de celui-là ou de celui-là. Il est obligé. Parce qu'autrement, il va avoir tous les collègues contre lui. Il ne peut pas témoigner. Donc... moi, par exemple, j'ai été victime. J'ai été enlevé dans ma cellule avec 2 autres prisonniers du même étage. On a été frappé par les ERIS, qui sont ces unités spéciales cagoulées. ERIS, ça veut dire quoi? Équipe régionale d'intervention et de sécurité, je crois. D'accord. Et... donc ils rentrent à 5 heures du matin, cagoulés, avec des boucliers dans la cellule. Ils ont commencé à nous frapper alors qu'on était dans nos lits. Ils nous ont déshabillés, qui était une cérémonie d'humiliation, ils nous ont sortis de nos cellules, ils nous ont présentés aux équipes de nuit et aux équipes de jour qui rentraient dans la centrale, nus, courbés. Moi, j'avais une serpillière en guise de bâillon pour pas que je prévienne les autres détenus de notre départ. Et en présence de la hiérarchie, c'est-à-dire directeur, sous-directeur, etc., etc. Il y a eu une plainte pour cette affaire-là, et le directeur a dit « Non, je n'étais pas dans la prison, il ment parce que je n'étais pas dans la prison, j'étais en voyage de... » Et effectivement, toute la hiérarchie s'est défendue, se donnait des... D'accord, avec du faux témoignage. Voilà, donc ils se couvrent tous. Ils ne sont pas tous des tortionnaires. Effectivement, ils ne sont pas tous des tortionnaires. Mais ils sont tous de cette corporation. Ouais. Que vous décrivez comme une mafia. Vous parlez à propos du personnel pénitentiaire, un clan rival, du point de vue du détenu, c'est un clan rival fondé sur une sédimentation d'imbécilité, de petits trafics merdiques, de déresponsabilisation criminelle et d'humiliation gratuite. Une bande toujours plus prompte à en faire le moins possible, à éviter tout changement, toute remise en cause, une bande protégée par l'impunité. C'est ça qui fait, je trouve, très, très mafia, c'est entre l'oligarchie et la mafia. Et en même temps, oui, tout le monde ne tient pas le coup. Vous disiez tous les surveillants ne sont pas des brutes ou des bourrins, mais il y en a qui se suicident. Du coup, vous parlez du suicide d'un surveillant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que celui qui peut pas rentrer dans cette logique barbare, eh bien, il n'a qu'une solution, c'est de donner la mort. Quoi. Il y a un substrat d'autres affaires sentimentales, et donc il est impossible
Vous parlez j'ai assisté donc au suicide d'un surveillant dans un Mirador. Et c'est impressionnant parce que même nous, dans la volonté de rester humain, on avait prévenu les autorités de la prison en disant il est en train complètement de craquer, surtout faites attention à lui ou mettez-le à pied. Ou il venait, moi je travaillais le matin, j'étais un des rares à rester en cellule, il venait s'asseoir sur mon lit derrière moi. Et je tapais à l'ordinateur et je voyais bien que ça allait pas, quoi. Il se mettait à pleurer, qu'il était en dépression. Et quand on a essayé de prévenir la direction, non, il ne se passe rien, non, rassurez-vous. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de le mettre dans un Mirador avec un fusil. Donc... il s'est donc tiré une décharge de son fusil voilà, et dans son Mirador. Par exemple, dans la dernière prison, il y avait une surveillante femme qui me disait non, je vais rentrer avec 10 minutes d'avance, je dois rentrer chez moi absolument, parce que mon mari est complètement dépressif, qui était aussi un surveillant, et le soir, je rentre et les enfants sont enfermés dans les différents placards de la maison. Donc, je sais que pour eux aussi, c'est pas simple. Puis enfermer des gens toute une vie, c'est pas simple non plus. Non, bien sûr. On sent que la prison rend fou tous ceux qu'elle touche, que ce soit ceux qui y sont enfermés, ou bien ceux qui travaillent, en fait. Et au milieu, il y a des prédateurs. Des prédateurs qui sont très dangereux, qu'on identifie assez rapidement dans une prison, qu'on essaie d'éviter. Des surveillants, par exemple, des surveillants qui jouent les victimes. C'est-à-dire, ils ouvrent la porte à un détenu qui s'avance en colère, et puis ils font 2 mètres en reculant, ils tombent dans le couloir en disant « il m'a frappé, il m'a frappé, il m'a frappé ». Tous les autres surveillants rentrent et cassent la gueule aux détenus, qui généralement se retrouvent avec une nouvelle peine parce que il va pas expliquer, il est incapable de dire qu'il n'a pas touché le surveillant. Tout le monde, tous les surveillants sont témoins, il a frappé le surveillant, etc., etc. Donc on se retrouve avec des... Il y a des fois où des détenus frappent des surveillants. Heureusement, ça existe. Je veux dire, heureusement. Heureusement. Non, heureusement, c'est pas seulement que de la fabulation mais je connais beaucoup d'histoires de ce type. Alors, on ne voit pas très bien comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'instance de médiation ou d'observation. Enfin, on a l'impression que c'est une zone de non-droit absolu, que c'est un espace barbare, à l'abri des regards extérieurs. Et pourtant, on se dit qu'il y a quand même quelques métiers dans les prisons qui sont censés observer le bon déroulement des choses, qui sont censés faire en sorte, notamment la juge d'application des peines, normalement elle n'est pas là pour être une brute, une barbare, et vous dites que concrètement la juge d'application des peines, en l'occurrence c'est une femme, mais c'est pas toujours le cas, concrètement la JAP ne connaît ni les détenus, ni les conditions dans lesquelles ils survivent, ni bien évidemment leur évolution avec le temps. Alors comment ça se fait que cette JAP, elle peut pas faire son travail, elle n'a pas les bonnes conditions pour connaître bien les dossiers, bien les détenus et faire un bon boulot d'adaptation des peines, ou bien elle aussi, elle fait partie au fond de ce système pénitentiaire qui ne veut pas du bien aux détenus. Elle travaille essentiellement sur dossier. Elle travaille avec des papiers, elle travaille avec des rapports de surveillants. Aujourd'hui, le rapport des pénitentiaires est très important pour l'application de peine. Et donc, un directeur, un éducateur, qui est en fait un surveillant en civil, joue un jeu face aux prisonniers de chantage par rapport au rapport qu'il va faire à la JAP ou au JAP. Et non, un JAP ne peut pas être présent, ne peut pas connaître. C'est impossible. Enfin, on pourrait imaginer que cette fonction soit davantage investie dans la prison, qu'elle soit amenée à rencontrer les détenus régulièrement. Ce serait ça, par exemple, un bon JAP, ce serait quelqu'un qui rencontre les détenus régulièrement, qui va avoir l'occasion d'entretien avec eux pour voir leur évolution, la manière dont on peut adapter les peines. Ils sont trop surchargés de dossiers pour pouvoir le faire. C'est une des questions que je me posais. On manque de moyens. Oui, ils doivent surveiller les détenus qu'ils ont libérés à l'extérieur, ils doivent surveiller, préparer les dossiers pour ceux qui viennent. C'est impossible de... D'accord. Non, mais donc là, le fait qu'on ait un minuscule budget de la justice, et qu'on ait, donc ça pose un problème sur ça, le fait qu'il n'y ait pas le personnel pour assurer un suivi non, il ne faut pas tout humain voir. Il y a aussi des limites à ces fonctions. Ouais.
Et comment imaginer, il y a des instituteurs qui rentrent tous les jours en prison. Ils ne peuvent pas imaginer, ils sont dans une partie de la prison, ils ne peuvent pas se rendre compte de la... Ils ne voient que les effets de la destruction. Ils ne comprennent pas très bien comment les gens sont détruits parce qu'ils voient arriver les détenus en groupe, ils les voient quand ils vont à l'école, ils sont relativement souriants, il y a un peu c'est un bâtiment à part, c'est un bâtiment qui est moins sous surveillance, donc les détenus soufflent un tout petit peu, mais ils me disaient chaque fois, mais comment celui-là il est parti en HP, il était tout à fait normal, le mois dernier, tout ça, oui, c'est des petites gouttes d'eau qui tombent et un jour ça déborde. Et c'est très très difficile de porter un regard vraiment sur parce qu'elles sont multiples aussi, ces déterminations de l'extermination, ces mécanismes de l'extermination. Mais beaucoup de gens, bon, je connais très très peu de gens qui sont restés indemnes aux centrales de haute sécurité. Très très peu. Soit ils sont restés dans les fantasmes qu'ils avaient 20 ans avant, et ils en sont morts, soit par d'autres... Comment on meurt d'un fantasme ? Parce qu'on croit que le monde ne change pas, donc on va refaire les mêmes choses qu'on a faites qui ont conduit à la prison, et que ça se passera bien parce qu'on sera plus intelligent cette fois-là. Et c'est du fantasme, ça. C'est du fantasme. On finit par rêver la vie à l'extérieur. Et on la rêve toujours facilement pour un voyou, avec l'argent facile, avec ce que va être la vraie vie des hommes, toute cette mentalité qui se reproduit dans un certain milieu de la délinquance, qui fait que quand je regarde un étage de Lannemezan, je ne vois que des morts, quoi. Des morts en prison et des morts c'est des zombies, en fait. C'est des dans les mois qui ont suivi leur libération. Je n'ai pas beaucoup d'amis de ces centrales parce que, non pas que j'aime pas les côtoyer, mais ils n'ont pas résisté, quoi. Ils n'ont pas résisté au traitement. Donc, là, quand vous parlez de l'argent facile, des petits voyous qui se redonnent des représentations de l'argent facile, on voit bien que c'est un type de criminalité ou de délinquance qui n'est pas tellement votre affaire, puisque vous étiez dans une lutte très politique. Est-ce que dans l'espace de la prison, c'est l'occasion d'essayer de politiser un petit peu des détenus qui seraient là pour des raisons plutôt de délinquance, sans horizon politique? Est-ce que la prison est un espace où on peut essayer de sensibiliser ces camarades de détention à une analyse un petit peu plus profonde et plus politique des structures sociales? La délinquance a changé depuis les années 60. Le reflet de la population carcérale, c'est le reflet de la société à l'extérieur. Et c'est très très difficile aujourd'hui d'amener des gens qui sont souvent à l'image de cette société très réactionnaire, à l'idée de libération collective, à l'idée de transformer la vie. Et justement, ils se rêvent plus en exploiteurs et en oppresseurs qu'en libérateurs, aujourd'hui. Mais c'est des gens, par leurs conditions d'oppression, qui sont obligés de se révolter, qui sont obligés de produire une conscience critique face au système carcéral. Et c'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire, on nous a mis dans cette détention normale en disant il n'y a plus de prisonniers politiques, ce sont que des prisonniers de droit commun, vous n'êtes que des prisonniers de droit commun. Donc on finit par nous réunir en fait, parce que
Parce que le carcéral n'a rien à foutre de ces différenciations entre politique et... Ah bon, oui, pour lui oui. c'est indifférent. C'est indifférent. Parce Puis qu'on a finalement... l'impression en vous lisant parfois que le prisonnier politique c'est le plus détesté du personnel, notamment oui, de direction. Mais oui, parce que nous, dès qu'il y a un mouvement de lutte, les détenus nous choisissent comme délégués. Ouais. Et les délégués, c'est toujours le paratonnerre. C'est eux qui vont, dès qu'il y a un coup de répression, c'est eux qui prennent. Ouais. Donc effectivement, moi je dirais pas prisonnier politique. J'aime pas cette différenciation. En prison, on est des hommes, on est traités, on est des opprimés, et on se rebelle ou on se rebelle pas. Donc je dis, il y a certains prisonniers politiques qui ont été condamnés comme prisonniers politiques, qui ne sont pas des prisonniers rebelles. Ils acceptent, ils font leur prison, ils disent non, moi je veux rien savoir. Par exemple, les prisonniers d'Al-Qaïda ne voulaient même pas serrer la main à quelqu'un qui avait volé, à quelqu'un qui avait tué. Ils ne voulaient même pas entendre parler de ça. Eux, ils étaient, pour eux, c'était rejeté par la religion. C'était des rejets de... Voilà, donc... Et il y a des détenus politiques comme Georges Abdallah ou moi, qui dès qu'il y avait un mouvement, on était bien sûr dans la cour de promenade avec les autres détenus, et c'est toujours sur nous que ça tombe. Ouais. Principalement, les transferts disciplinaires. Moi, j'ai eu simplement les 10 dernières années de détention et j'ai eu 16 transferts disciplinaires. C'est parce que chaque fois qu'il y avait un mouvement, les gens disaient « tu vas parler avec le directeur ». J'allais parler avec le directeur et 2 jours après, je me retrouvais avec les iris et les menottes à l'autre bout de la France. D'accord. Tout à l'heure, quand vous évoquiez ce surveillant dépressif qui était dans votre cellule pendant que vous tapiez à l'ordinateur, du coup, vous évoquiez votre travail d'écriture. L'écriture de ce texte-là, notamment. Hein. Ce texte-là, il est écrit en prison. Oui, dans le vif d'une centrale de sécurité, et qui va conduire à un transfert disciplinaire et me retrouver. Il a été terminé au crayon. Et ça a été très compliqué de sortir les pages au crayon au quartier d'isolement de Fresnes. Alors le rapport à l'écriture, vous parlez d'écriture quand même, il y a toujours un peu ça a à voir un peu avec la torture, mais une torture que vous infligeriez vous-même. J'écris depuis le quartier d'isolement, écrivez-vous, lorsque mon propre rythme devait être plus rigoureux que la torture blanche elle-même. On sent que s'infliger une discipline, la discipline de l'écriture, est une espèce de... C'est comme si vous vous refaisiez une prison, mais cette fois-ci c'est vous l'auteur de la prison. Dans la prison, vous vous infligez un rythme encore plus difficile. Et il y a très peu, en relisant le livre de George Jackson, le prisonnier noir américain, des Black Panthers, et l'introduction de Jean Genet, je me suis aperçu qu'il dit exactement la même chose. C'est-à-dire que George Jackson s'inflige une discipline plus forte que celle de la prison pour mieux lui résister. Et donc, je me suis aperçu que d'autres prisonniers faisaient ça. Georges Abdallah se lève à 5 heures du matin, il travaille jusqu'à l'ouverture de porte. Un principe que nous avions avec Georges, c'est de ne jamais être au lit quand un surveillant le matin ouvrait la porte. Tous les matins à 7 heures, pourquoi c'est très important ? Étions debout. C'est une manière d'être debout. Voilà. C'est de le regarder dans les yeux quand il dit bonjour et d'être là. Dire on ne va pas rester jusqu'à midi, parce qu'on détruit beaucoup de détenus, et surtout les mineurs. Là, j'ai vu la destruction des mineurs, les jeunes détenus, par l'isolement. C'est-à-dire qu'on prend un jeune, un mineur, et il est détenu tout seul dans une cellule. Il se retrouve, il venait d'une cité d'Aubervilliers ou d'ailleurs, il se retrouve en cellule, on l'enferme à 7 heures, avec une télévision, parce que les mineurs ont la télévision, et il est là, il est tout seul, donc la première nuit, il reste jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, devant la télévision. Donc c'est difficile à 8 heures pour sortir en promenade. Donc il ne sort pas, et il est mieux, un prisonnier dans les prisons un peu de haute sécurité ou un peu dangereuses, le détenu commence à souffler quand le verrou a été fermé. Parce qu'il ne peut... les portes ne peuvent plus être ouvertes que par un brigadier avec plusieurs surveillants. Et on est plus à l'abri de la violence et de l'arbitraire ? Voilà. Donc on commence et donc ces jeunes commencent à vivre la nuit.
et à ne plus sortir en promenade. Donc au bout d'un moment, ils ne peuvent plus dormir, donc ils en parlent à quelqu'un, et quelqu'un dit t'as que prendre des cachets. Ouais. Et alors là, pour prendre des cachets, on n'a pas besoin d'une ordonnance en prison. Et surtout que les doses sont extraordinaires. D'accord. Et ainsi, quelqu'un qui fait 1 an, 2 ans, peut être complètement désocialisé de tout, et en plus drogué, et finalement détruit. Alors, pour revenir à l'écriture, cette discipline qu'on s'inflige pour résister au système carcéral, c'est pas seulement une discipline, c'est aussi une forme d'évasion, parce qu'il y a un certain nombre de pages qui sont au fond des formes fictionnelles, des formes fantasmées. Donc, on voit bien que c'est aussi une manière de s'échapper, d'échapper. Et puis, je trouve, c'est aussi une sorte de procès que vous faites à la prison et à la justice française, parce que dans votre bouquin, c'est pas seulement du témoignage sur comment ça détruit psychiquement et tout, mais vous relatez quand même un certain nombre d'erreurs judiciaires. On voit bien qu'autour de vous, il y a des innocents. Pendant tout le temps de votre détention, sur les 25 années, vous avez toujours côtoyé des innocents. Et même quand ils sont pas innocents, qu'il y a une partie, enfin un délit en effet ou un crime à condamner, ils sont complètement surcondamnés à partir d'instructions qui ont été malmenées, et pas malmenées par défaut d'enquête ou de moyens, mais vous parlez carrément d'enquête de mauvaise foi, notamment dans le domaine de la guerre antiterroriste. Vous écrivez « Tous les coups sont permis dans la guerre antiterroriste. Une fausse expertise par-ci, un scellé trafiqué par-là, et les faux témoignages, et allez ». Donc on sent que la justice ne se donne aucune obligation de justice, si l'on peut dire. Et moi, ce qui m'a frappé en lisant votre texte, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'affaires mal fichues dont vous révélez un peu tous les dessous de l'affaire. Est-ce qu'à la sortie du livre, du coup, ça a donné l'occasion de prétexte à réouverture de dossiers ou bien au moins médiatisation de ces erreurs judiciaires qui sont très spectaculaires? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Et si c'était fait pour un individu, le danger que je vois quand on révèle « Ah, cette personne était innocente, il a fait 12 ans de prison », c'est si la justice rend justice à ce détenu, elle entérine tous les autres, tous les cas que nous connaissons tous, et qui hantent les prisons. Et avec la complicité. Par exemple, dans une affaire, une juge d'application de peine, dans ce livre, je raconte, qui dit « Oui, je sais que vous êtes innocent, donc on va essayer de vous sortir à 14 ans de prison. » Dès que au bout de 14 ans de prison, on le sait. Vous étiez innocent, on le sait. Et donc, ça veut dire quoi dans ce système? Non, comme c'est un système de terreur, c'est pas un système de justice. C'est un système de terreur. Il y a des fois par décision du ministère de la Justice, un délit est plus condamné qu'un autre. Et donc, les tribunaux frappent très dur. Et souvent, ils doivent faire la publicité de ces condamnations. Et vous dites que ce n'est pas un système de justice, c'est un système de terreur. Est-ce que c'est parce que vous ne croyez pas dans l'hypothèse de la justice que du coup, dans toutes les étapes de votre parcours face à la justice, vous avez choisi le silence devant le juge d'instruction? Vous choisissez de répondre systématiquement « je refuse de répondre à la question ». Et du coup, vous laissez le juge d'instruction dérouler ce que vous appelez son monologue de la domination, à quoi vous auriez pu opposer un monologue de la contestation politique. Et au fond, ni l'instruction ni le procès, vous ne les utilisez comme des tribunes pour un discours qui contesterait la dimension de justice de ce théâtre dans lequel vous êtes piégé. Et puis ça m'est difficile de parler de mon affaire propre. Mais je pense que quand on est un détenu politique, on n'a pas à collaborer, même par la dénégation, avec la justice. Et comme je disais à un juge d'instruction, je lui disais « Vos expertises sont fausses, je le sais. Et quand je vous dis qu'elles sont fausses, que je le sais, c'est que je suis coupable. Donc, puisque je vous dis que je sais où sont les véritables armes. » Il me disait « Oui, je comprends, mais
pourquoi s'obstiner à sortir des fausses preuves? On a essayé de frapper, on a frappé très dur votre société, donc c'est tout à fait normal que, ayant échoué, vous nous avez massacrés judiciairement. Et je trouve ça tout à fait... après, c'est à nous de voir ce qu'on fait avec ça, mais... Bon, je ne peux pas trop évoquer ces problèmes judiciaires. Oui, oui. Excusez-moi de vous emmener sur un terrain impossible. À propos de la lutte, donc la lutte à tout prix, vous écrivez ceci: dans nos pays grassouillets, depuis la fin des dernières guérillas, la prison est l'ultime endroit où l'engagement pour une transformation radicale implique directement sa propre existence. Si on refuse, on peut mourir et on le sait. Ailleurs, on refuse et puis on rentre chez soi, à l'heure, pour laver la soupe en poudre. Combien de militants se rendant à une manifestation ou à une action pensent sérieusement prendre un risque? Aucun. Donc, depuis l'expérience de la détention, vous semblez montrer que la dernière radicalité, le dernier engagement vraiment personnel risqué, et ça peut se passer dans les luttes dans la prison. Mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ça? Non. Là, je pourrais dire, ayant... participer au cortège de tête lors des dernières manifestations, et je peux me contredire et je dirais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va à une manifestation, et ça risque de se reproduire lors des prochaines mobilisations, ne sait pas s'il va rentrer chez lui. Ouais. J'ai rencontré des jeunes à Clermont-Ferrand qui sont allés à une manifestation et qui n'étaient pas beaucoup plus violents que les autres et qui ont fait de la prison et qui sont poursuivis par des tribunaux. Mais des gens aussi, des camarades à Lille. On ne sait pas si aujourd'hui, face au CRS, si on ne va pas sortir éborgné, si on ne va pas sortir. Effectivement, si dans les années 90, il y avait beaucoup de folklore, et au début des années 2000, mais aujourd'hui, on va à une manifestation, on ne sait pas si on rentrera chez soi. Et je ne sais pas combien il y a eu, 200 incarcérés lors de des mobilisations contre la loi travail. Et ça ira en augmentant parce que l'État est en train de produire un nouveau contrôle de la contestation, des limites. Il va imposer de plus en plus de limites. C'est toujours ce que je disais dans sa peur et dans sa crise de système. Il va être obligé d'imposer des normes de manifestation beaucoup plus drastiques. Et donc il y aura de plus en plus d'incidents. Et la généralisation, on l'a vu à Hambourg ces derniers jours, c'est-à-dire que les manifestants, tout manifestant est beaucoup moins hostile aux violences du cortège de tête ou du Black Bloc. Parce qu'il y a aussi la confrontation est en train de s'aiguiser. Donc il y aura des gens qui vont aller en prison, il y a des gens qui seront grièvement blessés dans les manifestations, et peut-être pire. Vu les violences qu'il y a eu lors de ces mobilisations contre eux, j'ai été très surpris qu'il n'y ait pas eu un mort. Oui. Parce que, ayant assisté à des tabassages, je me suis dit, mais ça va finir ils vont finir par en tuer. Hein. Bon, ceci dit, il y a le précédent, même si ce n'est pas le même genre de mobilisation, il y a Rémi Fraisse qui est mort sous l'effet d'une grenade envoyée par la police au barrage de Sivins. Donc des morts de violences policières, bon, sans parler ce qu'on appelle la mortalité de fourgon, hein, la mortalité sous les violences policières, quand même plutôt du côté des jeunesses racisées, de toute façon elle est réelle. Voilà. Hein. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde dit ils sont violents parce qu'ils ont appris à être violents dans les cités, mais c'est parce que pour le policier comprend bien les ordres qu'il reçoit qu'il doit être beaucoup plus violent contre ce sujet de classe des banlieues et vraiment annihiler dans l'œuf toute véritable contestation. Et les tenir par un rapport de violence. En fait, hein, c'est ça, en fait. Il s'agit de terroriser ces jeunesses-là pour les dissuader de rentrer dans une action de lutte ou de résistance. Dans l'affaire Adama à Beaumont-sur-Oise, on a vu dans les manifestations qui ont suivi cet assassinat, on a bien vu les gendarmes armés de fusils d'assaut. Et dans les mobilisations pour Théo à Bobigny, on a vu des policiers sortir leurs armes de service. Ouais. Et
je pense que la prochaine étape sera celle-là. C'est-à-dire à mort. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à tirer dans les manifestations en l'air pour soi-disant se dégager. On a vu dans la voiture qui a été incendiée que l'officier qui conduisait a sorti immédiatement son arme alors qu'il n'y avait eu que quelques coups sur ses vitres. Et on s'aperçoit que la police qui a les pleins pouvoirs va en faire usage. Parce que durant la guerre d'Algérie, là je fais un petit topo historique, durant la guerre d'Algérie, les socialistes ont voté les pleins pouvoirs à l'armée. Et quand on donne les pleins pouvoirs à une administration répressive, qu'est-ce qui se passe? Elle en veut toujours plus. Et j'ai vécu mon enfance avec 3 coups d'État militaires. On a oublié ça, mais ce pays qui se dit le patrie des droits de l'homme a fonctionné beaucoup à coups d'État militaire. Lors des attentats de Daesh, les socialistes ont donné les pleins pouvoirs avec l'état d'urgence à la police. Sarkozy l'avait donné à très peu de temps lors des émeutes de 2005. Mais là, les socialistes l'ont fait d'une façon systématique. Ils ont donné les pleins pouvoirs à la police. Et qu'est-ce qu'a fait la police quelques semaines et quelques mois après, si ce n'est faire un coup d'État? Parce que quand vous avez des fonctionnaires qui se baladent en armes, masqués, en cagoule, qui vont sur les lieux de pouvoir, c'est-à-dire autour de l'Élysée, près du ministère de la Justice, et qui réclament non seulement le droit de tirer quand ils veulent sur n'importe qui quand ils se sentent en danger ou même pas en danger, et ils le font ça régulièrement, non, ils demandent un contrôle de la justice par la police. Ils veulent le contrôle sur la justice. Voilà. Et ça, on aura accepté qu'il y avait que des policiers peuvent aller contester les décisions des juges. Mais dans quel... Mais c'est pas justement... Je suis pas un fanat de la démocratie bourgeoise, mais de Tocqueville à tout le monde, les pouvoirs doivent être extrêmement séparés. Aujourd'hui, on demande à l'exécutif de contrôler les décisions judiciaires. C'est-à-dire aux policiers de suivre les dossiers des personnes qu'ils arrêtent jusqu'à leur condamnation et après. C'est quoi? C'est un mélange des pouvoirs. Oui. Et ça, c'est parce que le système est en telle crise idéologique que cette sécurité devient une telle obsession qu'ils sont prêts à renoncer à tous leurs principes. Les principes de base. Donc, la porte est ouverte. C'est pas... on sait que ces services de police sont gangrénés par des idéologies d'extrême droite. Oui, ça c'est important, mais est-ce que le système n'est pas lui-même gangréné par l'idéologie d'extrême droite? Et que cette connivence va nous amener vers un tel durcissement de la vie politique qu'il nous restera très peu d'options. Et donc, quand on ira à une manifestation, comme les jeunes des banlieues, on pourra se retrouver en face de fusils d'assaut. Et là, commencera une nouvelle époque. C'est pour ça que je me contredis, parce que au fin fond d'une centrale de sécurité, jamais j'aurais imaginé dans mes pires fantasmes de vivre ce que je vis aujourd'hui, tant humainement que politiquement. Donc, c'est particulièrement difficile. Moi qui ai toujours fait des actes, qui ai commis toujours des actes, parce que je pensais que les actes étaient plus forts que les mots. Aujourd'hui, c'est quand même la 2e fois que je suis condamné pour des mots. Mais il y a une certaine ironie personnelle à des choses comme ça. Mais je vois cette déviation de ce qu'est la justice, ce qu'est pourrait être la justice. Et ce qui m'a impressionné lors de ces procès, du dernier procès, c'est l'incompréhension des magistrats qui sont en face de moi. Je ne les comprends pas de ce qu'ils racontent, et eux ne me comprennent absolument pas. Ça ne communique plus du tout, là. Là, c'est l'affrontement. Ils sanctionnent un affrontement. Ils sanctionnent un rapport de force. Ils n'essaient pas de rendre justice. Ils n'écoutent pas les arguments. Ils sont dans... C'est un cloisonnement aujourd'hui qui
Et quand il y a autant de murs dans une société, il faut casser les murs. Donc c'est une action collective, politique. On va devoir casser les murs. Voilà. Donc l'avenir n'est pas réjouissant, mais... En effet. Mais la joie est dans la lutte aussi. Hein. Oui, merci de terminer sur ces mots... Ces mots secourables. La joie est dans la lutte. Merci beaucoup, Jean-Marc Houillan, pour cet entretien. C'est moi qui vous Merci pour vos mots. C'est ainsi que s'achève ce dernier dans le texte de la saison. Voici venir le mois de juillet avec une petite suspension de hors-série, mais pas vraiment une suspension puisque on va mettre en ligne pendant le mois de juillet la captation vidéo de la journée période. Il y a eu une journée au cours de laquelle un certain nombre d'intellectuels, de figures importantes de la gauche, souvent radicales, sont venus s'exprimer. Hors-série a filmé tout ça. Ça fera l'objet de 2 livraisons, 2 émissions pendant le mois de juillet. Vous pourrez entendre notamment Jean-Marc Houillan qui s'est exprimé dans cette journée période. Et puis il y aura aussi Frédéric Lordon, Olivier Neveu, Étienne Balibar, quelques autres. Voilà. Donc, ce sont les vacances et en même temps, ça continue de cogiter et si possible de lutter dans la joie. Bon été à tous et salut, à bientôt pour un prochain Dans le texte.